Aventuriers, aventurières, bonjour, cette vidéo est sponsorisée par Nextory. Est-ce que comme moi, vous perdez votre temps sur votre téléphone à regarder des vidéos de chats et de hamsters? Oui, je sais, on est tous pareils, voilà. Et si à la place on dépensait notre temps sur Nextory, l'un des premiers services de livres audio et d'e-books en Europe? Oui, mais... Oui, Billy? Mais du coup, c'est des livres audio ou est-ce qu'il y a aussi des BD? Parce que moi j'aime bien... Tout. Quoi? Tout, Billy! Je m'appelle Antoine. Nextory est la seule application en France à posséder tous les formats. Livres audio, e-books, BD, podcasts, de la presse et même des séries audio exclusives. Y a tout! J'ai maintenant dans la paume de ma main Cyrano de Bergerac, Le Petit Prince, Hercule Poirot, l'univers étendu de Star Wars ou encore les 7 habitudes des gens efficaces. Et je sais ce que vous allez me demander, mais oui, ils ont le Seigneur des Anneaux. Mais si je devais vous recommander un autre bouquin, ça serait Star Wars Légende Kenobi. Et cerise sur le gâteau, le livre est lu par Bruno Choël, la voix française de Obi-Wan. Ah bah voilà, fallait le dire tout de suite, prenez mon argent. Mais c'est pas fini, Billy! Bon, et je m'appelle toujours pas Billy. Grâce à votre humble serviteur, vous pouvez bénéficier d'une période d'essai gratuite de 45 jours. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais aller faire un petit tour dans la comté. Nextory, don't stay on the same page. Oui. Quand on parle d'Heroic Fantasy, il y a forcément un nom qui nous vient à l'esprit, c'est celui de J.R.R. Tolkien. Alors, je ne suis pas un grand lecteur, ni un bon d'ailleurs. En matière d'Heroic Fantasy, j'ai grandi avec des trucs comme Narnia, Eragon ou Les Chevaliers d'Émeraude, et c'est à peu près tout. Quant à Tolkien, je suis très loin d'avoir lu tout ce qu'il a écrit, mais après plus d'1 an d'efforts, je suis enfin parvenu à terminer ce qui est considéré comme son livre le plus compliqué, mais aussi le plus riche et le plus mystérieux de toute son œuvre. Aventuriers, aventurières, aujourd'hui, on va parcourir un bref instant cette légende qu'est le Silmarillion. Nous sommes dans les années 70. Le Hobbit est sorti il y a à peu près 30 ans, et Le Seigneur des Anneaux, ça fait un peu moins de 20 ans. La Terre du Milieu a eu le temps de conquérir le monde entier. Et ce cher professeur d'université, le poète, écrivain, philologue John Ronald Reuel Tolkien, meurt. Et avec lui, s'éteint tout son travail en cours. D'innombrables notes jonchent le bureau vide du professeur. Des contes, des légendes, même quelques paragraphes sur une suite au Seigneur des Anneaux. Ce sont des centaines d'années de récits historiques qui gisent là, secrètement incomplètes, pour toujours. Et pourtant, ces notes vont être récupérées par le fils de Tolkien, Christopher, qui, avec beaucoup de travail, va les rassembler dans une œuvre. Le récit des jours anciens, l'histoire des premiers âges de ce monde, de la naissance de la terre d'Arda jusqu'à l'arrivée des 5 magiciens à l'aube de la guerre de l'anneau. Le Silmarillion. Et non d'un crétin de Touk. Qu'est-ce que c'est compliqué! Alors déjà, c'est pas un roman que vous lisez. C'est un récit de faits historiques fictifs. Donc on est loin d'une ambiance de roman avec du suspense et une vraie narration. Par exemple, parfois le livre, il va vous spoiler. Comme ça, genre... Alors elle donna naissance à un fils, un elfe, qui marquera l'histoire de sa famille à tout jamais, et qui mourra lors de la grande bataille qui aura lieu dans 200 ans. Ok, mais surtout, si vous avez déjà lu un texte sacré comme la Bible par exemple, vous trouverez une petite similitude avec le Silmarillion dans la lourdeur des infos. C'est étouffant, c'est épuisant, c'est impressionnant, c'est vertigineux. Fort heureusement, à la fin du livre, vous avez quelques cartes, quelques arbres généalogiques, ainsi que quelques appendices, des notes sur la prononciation épique et même un petit dictionnaire. Tout ça va évidemment grandement faciliter votre lecture, je déconne! Le livre entier, vous allez le passer à faire des allers-retours entre votre chapitre et la fin du bouquin.
et vous en verrez pas toujours l'utilité. Alors du coup, Galadriel, c'est la cousine de Fingon, qui est le fils de Fingolfin, Fingolfin qui est, n'oublions pas, le demi-frère de Fëanor, Fëanor, fils de Finwë et Indis. Non, Myriel, parce que Indis c'est sa belle-mère, pas sa mère. Et ça change tout, parce que du coup sa belle-mère il l'aimait pas beaucoup. Je crois. J'ai oublié l'histoire. Il l'aimait ou pas sa belle-mère? Et alors du coup, le Sirion c'est le fleuve qui est là. Le Ndimbar. Qu'est-ce que c'est ça? Ndimbar, région qui se trouve entre le Sirion et le Mindeb. Mindeb, tributaire du Sirion entre le Ndimbar et Neldoreth. Neldoreth, grande forêt de chênes. Oui. Et tout ça, ce sont les notes d'un livre qui est censé être incomplet. Mais ça se sent, je trouve, oui. Je trouve qu'on n'a pas assez d'informations. Pour moi, il manque l'arbre généalogique des écureuils du Neldoreth. Avec ça, le récit aurait été beaucoup plus clair. Moi, je vois pas du tout ce qu'il veut dire, celui-là. Moi, j'ai trouvé ça très facile. Hein. C'est simple, il suffit de prendre un mot qu'on connaît pas, et puis voilà. Aredel, par exemple, bon, on fait un petit aller-retour à la fin du livre. C'est juste une question de bon sens. Hein. Putain, je sais pas pourquoi je vais à la fin du livre. Tout le monde sait très bien qu'il s'agit de la mère de Maeglin, la sœur de Turgon, celle qu'on appelle Arfeiniel, la dame blanche des Noldor. Si on l'appelle Arfeiniel, pourquoi elle s'appelle Aredel? Parce que ça n'a rien à voir. Aredel, ça veut dire l'elfe noble. Et d'ailleurs, c'est Aredel ou Aredhel? Aredel? Ah. Eh ben, je sais pas. De toute façon, c'est même pas moi qui vous dis que ce livre il est trop lourd et trop compliqué, c'est Christopher Tolkien lui-même. La préface du Silmarillion, je crois que c'est la seule préface qui m'ait fait rire. Quand tu la lis, t'as vraiment l'impression que Christopher Tolkien il te dit « Bon les gars, j'ai galéré, voilà. On a fait ce qu'on a pu, mais j'ai récupéré des notes jusqu'à 1917. Entre-temps, Papounet, sur 50 ans, il a changé tout ce qu'il voulait. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais bah voilà, ce sera pas toujours très clair. Des fois, la narration, elle change un peu de ton, tout ça. Mais voilà, c'est là. Bonne chance. Je cite, « Il ne faut pas chercher une cohérence parfaite. Ça pose le niveau. » Mais en même temps, si le livre est une véritable épreuve, il n'en est pas moins une expérience unique. Le Silmarillion est mystérieux, énigmatique. Et à force d'enchaîner les allers-retours entre les cartes, les arbres généalogiques, etc., vous finissez par vraiment avoir l'impression de découvrir un véritable texte historique. D'avoir entre vos mains les pages fatiguées sur les récits de peuples lointains. C'est là un des grands charmes de Tolkien, et je dirais même plus, un des grands charmes de l'heroic fantasy. En tout cas, je ressens plus l'heroic fantasy en galérant à lire le Silmarillion que devant l'histoire du délégué de classe qui défonce le Seigneur des Ténèbres grâce au pouvoir de l'amour. 2 fois. Allez, ça c'est gratuit pour vous les Potterheads. Alors oui, c'est dur, très dur à lire, mais ça en vaut la peine. Et pour vous donner envie de vous lancer dans cette lecture, je vais vous raconter quelques passages que j'ai beaucoup appréciés. Et on va commencer par le commencement. Que ce soit bien clair, l'idée n'est pas de vous raconter l'histoire, mais plutôt de vous teaser le livre en vous résumant grossièrement quelques passages. Je précise parce que j'ai coupé volontairement la moitié des informations du passage que je vais vous raconter, parce que sinon tout le monde aurait décroché au bout de 5 minutes. Peut-être que tout le monde a déjà décroché au bout de 5 minutes. Mais alors s'il vous plaît, si vous avez le livre sous la main, lisez ce passage. Même si vous finissez pas le livre, même si vous vous arrêtez au bout de 20 pages, je comprendrai tout à fait. Mais essayez au moins de lire ce chapitre. C'est le premier. Et c'est une des choses les plus belles que j'ai lues de toute ma vie. Il s'agit du chant des Ainur, duquel le monde est né. Leidulin... Il s'agit du chant des Ainur, duquel le monde est né. Lainulindalei. Le monde naît lorsque le dieu unique, Eru Ilúvatar, achève le chant des Ainur. Les Ainur, c'est l'équivalent des anges. Ces derniers voient Arda, le monde.
Et ils aiment tellement ce qu'ils voient que certains des Ainur décident d'aller vivre sur cette terre et de la préparer pour la venue des premiers-nés, les elfes, qui s'éveilleront un jour prochain. Et ces Ainur, qui descendent sur terre pour préparer la venue des elfes, sont appelés les Valar. Sauf que, on a un problème. Parce que Melkor, le plus puissant de tous les Ainur, est descendu lui aussi sur la terre, mais lui, il aspire à la dominer, et à en dominer tous les peuples. Donc, comme ses camarades Valar, Melkor prépare la terre. Mais avec des balrogs, quoi. Encore une fois, j'ai résumé, mais pendant le chant des Ainur, Melkor a musicalement affronté Ilúvatar. Et juste... waouh! Faut que je vous lise un passage. La vidéo va être trop longue, mais tant pis. Voilà. Melkor était le plus doué des Ainur en savoir comme en puissance, et il partageait les talents de tous les autres. Souvent seul, la solitude lui fit concevoir des pensées à part, différentes de celles de ses frères. Il les fit venir dans sa musique, et une discordance aussitôt s'éleva tout autour. Beaucoup de ceux qui chantaient près de lui tombèrent en désarroi, leur pensée se troubla, leur musique hésita, et certains tentèrent de s'accorder à lui plutôt qu'à leurs premières inspirations. Alors Ilúvatar se leva. Les Ainur sentirent qu'il leur souriait. Il leva sa main gauche, et un nouveau thème naquit au milieu de la tempête, semblable à celui du début et pourtant différent, qui gagna en puissance et en beauté nouvelle. Mais la discordance de Melkor s'enfla jusqu'au tumulte pour s'affronter au nouveau thème. La bataille sonore gagna en violence, si bien qu'un grand nombre des Ainur, découragés, s'arrêtèrent de chanter et que Melkor eut le dessus. Alors forcément, on est sur un autre niveau que... C'est pas n'importe quel ballet, Harry! C'est gratuit. Donc pour résumer, Melkor a amené le mal dans le champ des Ainur, et donc dans le monde. La Terre du Milieu n'est plus sûre pour ceux qui vont y naître. Et c'est alors que les Valar eurent une idée. Loin à l'ouest, par-delà la mer, dans le pays d'Aman, ils construisirent la cité de Valinor. Un endroit sacré, béni, dont la beauté dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais le voir en série. Un endroit qui resterait, en théorie, à l'abri du pouvoir de Melkor. Et quelque temps après la création de Valinor, le Vala Orome tombe par hasard au bord d'un lac sur les premiers-nés, les elfes, et il les invite donc à rejoindre les Valar en Valinor. Et maintenant, on va parler des elfes. Et je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Alors, chez les elfes, on a, je prends mes notes, les Eldar, ceux qui font le voyage pour aller à Valinor, et les Avari, ceux qui ne font pas le voyage pour aller à Valinor. Parmi les Eldar, on a les Noldor qui vont tous aller à Valinor. Il n'y a pas que les Noldor. Hein. Il y a aussi les Vanyar. Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ceux-là? Bah, ils sont allés à Valinor. Eux aussi? Oui. Alors pourquoi faire deux familles s'ils font la même chose? Mais parce que je fais ce que je veux. Dis donc. D'accord. Donc on a les Noldor et les Vanyar qui vont tous ensemble à Valinor. Mais on a aussi les Teleri. Et ceux-là, bah ils sont pas toujours d'accord entre eux, hein, histoire de bien compliquer les choses. Mais non, c'est pas compliqué, c'est juste que, voilà, les Teleri, bah, ils essaient d'aller à Valinor, sauf qu'en cours de route, il y a une partie d'entre eux qui veulent plus y aller, du coup ils s'arrêtent, et puis ils s'installent là, et puis voilà. Pourquoi? Bah pourquoi? Bah... Parce que... Parce qu'ils avaient la flemme. Voilà. Ok. Donc parmi les elfes de la flemme, on a les Sindar qui s'installent en Beleriand, la moitié ouest de la Terre du Milieu dans l'ancien temps. Et les autres, les Nandor, qui décident de vivre en Osiriande à l'est. Alors oui, là-dessus, je tiens à préciser, parce que je fais un petit truc. En fait, certains Nandor vont quand même aller au Beleriand, mais un peu plus tard. Et du coup, ceux-là, on les appelle les Laïkwendi. Je me suis marré sur ce coup. Parce qu'il y en a qui... je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais envie. D'accord. On regroupe à nouveau tout ça en deux familles, les Morikwendi, les elfes de la nuit, et les Kalakwendi, les elfes de lumière. Et du coup, ils parlent pas la même langue. Ah bon? Ah non. Ils parlent pas l'elfique. Ah si, ils parlent elfique. Mais pas le même. Parce que ceux qui restent dans le Beleriand, ils parlent le Sindarin, mais ceux qui vont à Valinor, ils parlent le haut elfique.
le Quenya. Mais bon, après, le Quenya, ça va un peu disparaître, parce que du coup, quand ils vont revenir en Beleriand plus tard, le Sindarin va devenir l'elfique commun, et du coup, ça disparaît, mais pas complètement, parce que du coup, des fois, ils en parlent un peu. Bah oui, Logique. Bah ouais. Et enfin, pour terminer, on appelle les Calaquendi elfes de lumière parce qu'en vivant à Valinor, ils vont pouvoir observer la lumière des arbres Telperion le blanc et Lorelin le doré, les deux plus grands arbres de la création qui donneront plus tard la lune et le soleil. Oh, vous avez vu? Telperion le blanc, la lune, Lorelin le doré. C'est simple. C'est pas si compliqué. Il y a tellement de choses que je ne vous dis pas pour pas rendre cette vidéo totalement indigeste. Mais si jamais vous voulez en savoir plus, lisez le livre. Même si vous ne le finissez pas, le peu que vous en lirez, vous apprendrez d'innombrables choses sur l'univers de Tolkien. Par exemple, est-ce que vous saviez que les nains sont le seul peuple à ne pas avoir été créé par Eru Ilúvatar, mais bien par un Vala? Ça, c'est une histoire courte que j'adore. Les elfes ne sont pas encore nés, mais Melkor fout déjà la sale ambiance en Terre du Milieu. Il crée des balrogs, il construit une forteresse dans le nord du Beleriand, bref, c'est pas la joie. Et parmi les Valar, on a le forgeron Aulé, qui est tellement impatient de voir les elfes, qui se dit « Flemme d'attendre, les premiers-nés, je vais les faire moi-même ». Et il va façonner, caché dans une montagne, la race des nains. Sauf que Eru Ilúvatar, bah il a du pif, hein, c'est un peu le dieu unique, donc il crame Aulé. Pas littéralement, il va le voir et il lui dit dis donc, je suis pas d'accord. Hein. Et Aulé, pour s'excuser, il prend un marteau, il prend les nains, il dit bah, si tu veux, je défonce. Ce à quoi Eru Ilúvatar répond calme-toi. Aulé, vraiment. Tu es bizarre, Aulé. Les autres n'osent pas te le dire. Moi, je te le dis, je prends 5 minutes avec toi. Calme-toi, on discute, frère. Et on voit. Les écrase pas tout de suite. Enfin. Bon, plus sérieusement, Ilúvatar se met à aimer les nains, et ils décident qu'ils feront partie de ce monde, mais qu'ils ne pourront pas se réveiller avant les elfes. Donc, il les rendort. J'ai une question. Il les rendort. Ça veut dire qu'ils se sont réveillés, et ça veut dire que la première chose qu'ils ont vue de leur vie, c'est leur créateur avec un marteau qui voulait leur exploser la tête. Oh bah, il y a plus sympa comme naissance, ouais. Ouais. Et là, je vous relis un petit passage, page 52. Comme les nains devaient naître à l'époque où Melkor faisait peser son joug, Aulé leur avait donné une grande endurance. Ils sont donc durs comme le roc, obstinés, prompts à l'amitié comme à l'hostilité, et ils résistent mieux à la peine, à la faim et à la souffrance que tous les êtres parlants. Les nains ont été designés pour combattre les forces de Melkor dans l'ancien temps. Les nains ont été designés pour péter des gueules. Et ça, c'est classe. Allez, je vous en raconte une dernière, plus sombre celle-ci. C'est un des passages les plus importants du livre, mais on va commencer par parler d'un des personnages les plus mystérieux de toute l'œuvre de Tolkien. Rappelons le contexte. Maintenant, vous savez que le mal vient de Melkor, qui s'est opposé à Ilúvatar pendant le chant des Ainur. Tout ce qui est maléfique agit de près ou de loin comme un instrument de ce Vala. Tout sauf une chose. Parce qu'il y a une créature qui a agi indépendamment de Melkor. On parle du premier monstre de la création, Ungoliant. Ungoliant est une araignée géante. C'est-à-dire que Arachné, chez Lob, à côté d'Ungoliant, bah, c'est une araignée. Elle se trouve loin au sud de Valinor, terrée dans les montagnes avec pour seule passion de dévorer toute lumière. Page 91. Elle absorbait toute la lumière qu'elle pouvait recueillir
et en agrandissait sa toile étouffante et noire, jusqu'à ce que sa demeure fût plongée dans les ténèbres. Alors, de nouveau, elle avait faim. On ne sait pour ainsi dire rien d'Ungoliant. Quelques rumeurs parlent d'une créature venue de l'extérieur du monde au moment même où Melkor aurait posé les yeux pour la première fois sur la terre d'Arda. On raconte que c'est la toute première créature corrompue par le mal de Melkor, mais qu'elle s'est ensuite détournée de la volonté de ce Vala. C'est tout. Et je trouve que ce flou d'informations rajoute un mystère terrifiant autour de ce personnage. À ce moment de l'histoire, cela fait déjà longtemps que les elfes vivent à Valinor. Là-bas, ils y ont appris l'art de la forge et un personnage très important qui s'appelle Fëanor a forgé les 3 Silmarils. Il s'agit des pierres les plus belles de la création, ce que les elfes ont fait de plus incroyable dans l'art de la forge. Melkor est les elfes, autant qu'Ungoliant est la lumière. Et c'est pourquoi il va venir à sa rencontre, dans les montagnes du sud, pour lui proposer un marché. Un soir, alors que les Valar sont occupés à festoyer avec les elfes, l'araignée géante dissimule Melkor sous un manteau de ténèbres. Et avant que quiconque ne remarque leur présence sur les terres immortelles, Melkor plante une lance dans l'écorce des arbres Telperion et Lorelin. Ungoliant suce la sève de ces arbres et Valinor tombe dans une nuit ténébreuse. Tous les trésors de Valinor sont dérobés et Finwë, le père de Fëanor, meurt de la main de Melkor. Il s'agit là du tout premier meurtre de l'histoire. Et depuis ce jour, les elfes, comme les Valar, ont abandonné le nom de Melkor. Ce dernier s'appelle maintenant Morgoth, le noir ennemi. Au terme de leur fuite, une fois arrivés dans les montagnes du nord du Beleriand, Ungoliant exige que Morgoth respecte sa part du marché, en lui offrant tous les trésors du Valinor. En effet, Morgoth lui avait dit, je cite, « C'est moi qui te donnerai ce que tu désires, quoi que ce puisse être. Oui, des 2 mains. » Alors Melkor commence à déposer un à un les trésors de Valinor devant Ungoliant, qui se met à les engloutir et à grossir de plus en plus. Mais l'araignée n'est toujours pas rassasiée, et elle ajoute « Tu donnes d'une main, de la main gauche, ouvre donc ta main droite. » Vous l'aurez compris, Morgoth refuse de se séparer des Silmarils qu'il convoite plus que tout. Cela ne plaît pas du tout à Ungoliant qui s'en prend au Seigneur Noir et l'emprisonne dans sa toile. C'est alors que Morgoth pousse un cri terrible. Un cri qui va réveiller les Balrogs qui dormaient dans la montagne et qui vont faire fuir l'araignée géante. Après ça, plus personne ne sait ce qu'il est advenu d'Ungoliant. Des rumeurs racontent qu'elle s'est dévorée elle-même, incapable de résister à sa faim insatiable. Mais ce ne sont que des rumeurs. Et le détail qui pour moi donne toute sa saveur à ce passage, on raconte que le cri de Morgoth était si terrifiant et si fort que depuis, toute personne osant voyager dans cette région du monde pouvait entendre dans l'écho du vent le cri de Morgoth. Cette région s'appelle Lamoth, ce qui signifie le grand écho. Quelle classe, nom d'un baril d'herbe à pipe, quelle monstrueuse classe. C'est un événement capital dans le récit des jours anciens. Peu de temps après, Fëanor va se détourner des Valar, en les maudissant. Il va emmener son peuple avec lui, les Noldor, afin de partir en guerre contre Morgoth dans le but de récupérer les Silmarils. Pire que cela, Fëanor et ses fils vont prêter un serment, le serment de Fëanor, devant le roi et la reine des Valar, Manwë et Varda. Je cite, « Ils jurèrent de poursuivre de leur haine et de leur vengeance jusqu'aux confins du monde tout Vala, démon, elfe, tout homme ou tout être encore à naître, toute créature, grande ou petite, bonne ou mauvaise, qui pourrait venir au monde jusqu'à la fin des temps et qui aurait un Silmaril en sa possession. » L'exil des Noldor conduit également au premier massacre fratricide. Des elfes Noldor tuant des elfes Teleri afin de s'emparer de leurs navires. Après ça, les Valar ne voulurent plus jamais intervenir dans les histoires du Beleriand ni de la Terre du Milieu, même si cela vint à changer beaucoup plus tard. Ce sont des années tragiques qui attendent Fëanor et sa descendance dans de longues guerres contre Morgoth, qui porte à présent les Silmarils à son front sur une couronne. Et notre résumé s'arrête ici.
sur le début de l'histoire des Silmarils, le Quenta Silmarillion. Si vous n'avez jamais lu le Silmarillion, vous n'avez pas idée de la quantité d'informations que j'ai dû supprimer pour vous faire ces petits résumés. Et ceux qui ont lu le Silmarillion, vous avez sûrement passé la vidéo à faire « Mais il a oublié ça, ça c'est pas aussi simple, mais qu'est-ce qu'il est con !» Je sais. Écrire cette vidéo a été une véritable torture, parce que j'aurais tellement voulu vous raconter tout ça, mais avec beaucoup plus de détails. L'affrontement entre Melkor et Ilúvatar, le serment de Fëanor, la malédiction de Mandos. Vous savez quoi? La Terre est plate. Tolkien était platiste. Jusqu'à la chute de Núménor, la Terre est plate. Et Núménor, on pourrait en parler des heures. Les magiciens, les Silmarils, Beren et Lúthien, les enfants de Húrin. Les enfants de Húrin, oh là là, les enfants de Húrin. Les enfants de Húrin. C'est pas compliqué, dans les enfants de Húrin, il y a un humain qui s'appelle Húrin, qui clash Morgoth. Genre il le clash, il est cassé. Je pourrais même vous raconter l'histoire des anneaux de pouvoir. Ça nous permettrait de faire le lien avec une super série d'ailleurs. Ouais. Mais le but de cette vidéo, c'était pas de tout vous raconter. C'était juste de vous inviter. Et si après cette vidéo, quelques-uns d'entre vous décident de se lancer dans la lecture du Silmarillion, alors j'aurais fait mon job. Le Silmarillion, de par son côté incomplet, c'est une œuvre qui respire l'inspiration. Tout ce qui manque aux notes de professeur Tolkien deviennent comme des portes ouvertes à votre imagination. Je vous souhaite de vous aventurer sur ces pages, de vous y égarer et de vous émerveiller face à ce monde qui, selon son auteur, fait partie du nôtre. On se quitte là-dessus. C'était votre humble serviteur, et comme disent les elfes, Melmema Norensina Nur Alayaron Nur. À la prochaine. Namarye.